Bonsoir Carlo Ancelotti. S'il te plaît, évite de revenir au crossisme. S'il te plaît, mets les jeunes talents, les Camavinga dans cette position de numéro 6 devant le défenseur central. Laisse les talents s'exprimer, laisse la combativité, la technicité, la douceur, tout. Laisse-moi ce jeune homme s'exprimer dans cette position de numéro 6. Mon cher petit Carlo Ancelotti, non au crossisme. On va en parler dans cette vidéo des différents schémas tactiques que pourra adopter Carlo Ancelotti en l'absence de Tchouaméni qui s'est malheureusement blessé. Également, on va tout petit peu souligner ses renouvellements de contrats, que ce soit Vinicius Junior ou Rodrigo. Et enfin, on va parler un tout petit peu de Arda Güler. Est-ce qu'il va jouer face au Rayo Vallecano ou va-t-il encore rester sur le banc par précaution? On verra tout ça dans cette vidéo. Let's go. Mes amis merengues, on va commencer cette vidéo en parlant du cas Tchouaméni. Vous le savez sûrement, Tchouaméni qui s'est blessé lors de la première mi-temps du Classico face au FC Barcelone. Alors il y a eu une tentative un peu fourbe du groupe DAZN, de la chaîne espagnole DAZN, qui a posté sur Twitter, sur X, vous appelez ça comme vous voulez, un extrait du Classico, une vidéo montrant une intervention à retardement du joueur du FC Barcelone, Gavi, et en laissant présupposer que c'était sur cette intervention à retardement que Aurélien Tchouaméni se serait blessé. Alors, le joueur, l'international français, qui est revenu sur X, sur Twitter, qui a repris ce tweet de la chaîne DAZN Espagne et qui a éclairci les choses en disant « Non, les gars, arrêtez de mentir, Gavi n'a rien à voir là-dedans puisque j'étais déjà blessé en première mi-temps. » Alors déjà, c'est très honorable à lui, très professionnel, parce qu'il aurait pu laisser toute une polémique s'installer alors que, vraisemblablement, Gavi n'avait rien à voir là-dedans. Donc déjà ça, c'est très honorable à lui. Et ensuite, la question la plus importante à partir de là, c'est qu'on sait qu'il a entre 6 et 8 semaines de repos forcé. Et ensuite, on verra comment il va revenir, si petit à petit, si directement titulaire lorsque ces semaines seront passées. Mais la vraie question, c'est qui va le remplacer juste devant la défense, juste devant nos deux défenseurs centraux dans cette position de numéro 6. Et la réponse évidente, c'est Eduardo Camavinga qui est notre pivot, notre milieu défensif qui est le plus... Qui a la plus de capacité à jouer dans cette position. Non seulement il est super talentueux, mais aussi parce que finalement c'est vraiment sa première opportunité de réussir à devenir le titulaire dans cette position-là, puisque Tchouaméni a été incontestablement le titulaire de Carlo Ancelotti pour ce poste de milieu défensif, et du coup, notre cher Camavinga, qui est ici, a joué plutôt milieu gauche, ou alors il a joué ici à la place de Mendy arrière gauche, parfois il a joué milieu offensif gauche, enfin bref, des postes qui ne sont pas son poste préféré, qui est ce poste de milieu pivot. Évidemment, c'est pas les mêmes caractéristiques que Tchouaméni, peut-être un peu moins défensif, un peu plus offensif qu'Camavinga, aussi parce que techniquement, je trouve qu'il est plus fort, et surtout dans les petits espaces, dans les changements de rythme, dans les accélérations, dans la vista, mais surtout dans les petits espaces entre 2-3 joueurs, il arrive avec un crochet, avec un retournement, avec une orientation, se démarquer très rapidement et puis aussi offrir une ligne de passe à ses coéquipiers. Alors Camavinga qui pourrait jouer dans cette position et reprendre donc le poste de Tchouaméni, ça c'est une première possibilité. Ici je vous ai mis quelques joueurs, Kroos qui jouerait donc du coup comme milieu gauche, Valverde évidemment titulaire indiscutable, Bellingham, que dire, ce milieu offensif slash attaquant slash semi-dieu qui serait sur le 11, et puis Vini et Roselu devant. Alors Roselu je l'ai mis parce que je préfère quand Roselu joue, mais évidemment Carlo Ancelotti va faire jouer Rodrigo, ne vous trompez pas. Et puis la défense à la barre Rudiger évidemment en l'absence de Militao, Carvajal, et puis pour remplacer du coup Camavinga qui a beaucoup joué cette saison dans ce poste de arrière gauche, je pense que Mendy sera le titulaire, puisque Fran Garcia, même s'il apporte beaucoup offensivement, on l'a vu, du côté défensif, c'est quand même beaucoup d'espace derrière le dos, et c'est un peu fébrile du côté défensif. Donc je pense que ça sera ça, une des premières possibilités de 11 pour Carlo Ancelotti, un Camavinga qui remplace tout simplement Tchouaméni, et puis Kroos sur la gauche. Mais on va en parler, il y aura d'autres dispositions, et j'espère me tromper, parce qu'il serait possible que Kroos joue en milieu défensif.
Les amis, la deuxième option, ça serait le creusisme. Ce que j'appelle le creusisme, c'est justement donner cette position ou mettre Toni Kroos dans cette position de numéro 6 à la relance. Toni Kroos, vous le voyez ici, donc plus bas. Alors c'est vrai que Toni Kroos a des qualités spectaculaires en tant que joueur à la relance, car il a une qualité de passe qui est God tier, qui réussit à mettre un ballon sur 40 mètres dans les pieds du joueur. Vous l'avez vu peut-être récemment, il a fait une vidéo, une espèce de défi avec des paniers de basket où il essayait de mettre précisément le ballon dans le panier avec le pied. Alors, Toni Kroos spectaculaire de ce côté-là, il a une précision qui est hors norme, mais est-ce que c'est un joueur qui peut tenir physiquement, surtout dans des matchs qui vont être plus compliqués ou plus exigeants sur le plan physique, à tenir cette position de numéro 6? Alors, s'il joue dans un rôle où vraiment il reste, on va dire, je sais pas, quel est le terme, ancré peut-être, ancré ici dans cette position, et en fait il ne bouge pas trop ici, il fait plutôt des va-et-vient comme ça sur le côté et il ne participe pas trop au jeu offensif, je pense que c'est possible, surtout avec la fraîcheur et la capacité à donner de l'énergie, à donner de l'impact physique de Camavinga et de Valverde, sans compter les courses de Vini et les quelques propositions de Rodrigo ici, et évidemment notre semi-dieu Bellingham. Donc c'est possible qu'on joue de cette manière-là, mais ce qui me semble un petit peu difficile, c'est si Kroos monte trop, ça deviendra un petit peu compliqué. Après, on peut toujours se dire que si Kroos fait par exemple une très bonne première mi-temps, mais il est un petit peu fatigué, eh bien il pourrait être remplacé, et donc si on remplace par exemple Kroos par Modric, qui est un choix tout à fait possible, donc Modric c'est le numéro 10, voilà comme ça, et bien dans ce cas, Camavinga viendrait évidemment se replacer ici, et puis on aurait un Modric qui serait un petit peu, milieu-centre. Après il y aurait évidemment un ajustement, un Bellingham qui va peut-être se positionner dans une position de milieu gauche offensif, et puis Modric ici en numéro 10 ou en faux numéro 10 avec Vini plus sur l'aile et Rodrigo ici au milieu, en tout cas en espèce de position de faux numéro 9, en donnant peut-être à Valverde un peu plus le couloir avec les montées de Carvajal. Donc tout ça c'est possible, évidemment en cours de match il peut y avoir des changements avec l'entrée de Modric et la sortie de Kroos, mais c'est vrai que Kroos en tant que milieu défensif pur, je préférerais la première option, c'est-à-dire voir Camavinga. En tout cas, laissez-moi vos impressions, votre opinion concernant qui va réussir à prendre ce poste de Tchouaméni pendant son absence. Prenons maintenant un petit moment pour parler de Rodrigo et de Vinicius Junior, deux joueurs qui ont renouvelé leur contrat, Vini jusqu'en 2027, Rodrigo jusqu'en 2028. Il faut savoir que c'était des projets de présent et de futur pour le Real Madrid lorsqu'ils sont arrivés ici tout jeunes en provenance du Brésil, du championnat brésilien. Dans leur pays, ils étaient déjà des grosses stars, on les comparait à Neymar, on les comparait à Ronaldinho, à des joueurs emblématiques comme ça, des Brésiliens, des attaquants flamboyants. Il y en a eu durant toutes les générations confondues, mais ici, le Real Madrid qui a quand même déboursé pas mal d'argent, entre 40 et 45 millions je crois, de base pour les transferts de chacun des deux joueurs, et puis ensuite il y a eu des bonus, etc. Je ne sais pas exactement le prix de chacun des joueurs, vous me corrigerez en commentaire, mais ce que je voulais dire, c'est que c'était des paris qui quand même ont bien réussi pour le Real Madrid, des joueurs qui ont réussi à s'installer dans le 11, qui ont développé leur qualité footballistique et humaine, j'imagine, et puis qui ont réussi justement à bien s'intégrer dans ce Real Madrid. Vinicius Junior qui est devenu l'une des plus grosses stars mondiales au niveau de ce qui est le dribble, de ce qui est la déstabilisation, le 1 contre 1. Évidemment, c'est un joueur, je pense, d'un calibre un tout petit peu supérieur à celui de Rodrigo, parce que Rodrigo traverse une mauvaise phase. C'est aussi ça, Rodrigo qui à la base joue dans le même poste que Vini, c'est-à-dire ailier gauche, mais dû à la présence et à la potentialité de Vinicius Junior en 1 contre 1, dans son explosivité, dans ses courses, dans ses dribbles, et aussi lorsqu'il a réussi à commencer à marquer des buts, parce qu'on le rappelle, Vinicius Junior, lorsqu'il est arrivé au Real Madrid, c'était compliqué durant les premiers mois, on disait que c'était un flop, qu'il n'arrivait pas à marquer, qu'il lui fallait 38 000 occasions pour mettre un but, et lorsqu'il a commencé à finir ses occasions, à jouer un peu plus collectif aussi avec l'apport et l'aide énorme de Karim Benzema, eh bien, il est passé à un stade supérieur. Et Rodrigo, qui est un joueur très polyvalent, qui peut jouer, comme l'a dit Carlo Ancelotti, dans plusieurs positions sur le terrain. On l'a vu, ailier droit, faux numéro 9, ailier gauche, semi-milieu offensif, enfin, électron libre. C'est un joueur, je dirais, plus complet que Vinicius Junior, mais moins fort que Vinicius Junior. Et donc, du coup, ce qu'on lui demande, c'est aussi de marquer des buts, parce que c'est un attaquant, et c'est vrai qu'en ce moment,
c'est un petit peu compliqué pour lui. Il lui faut beaucoup d'occasions pour marquer, même si récemment il a marqué un but et ça va lui faire du bien face à Braga, je crois. Et voilà, c'est deux joueurs qui sont des paris du futur du Real Madrid. Ils vont rester ici durant longtemps, j'espère, et j'espère que les deux vont encore plus s'améliorer, parce que je trouve que les deux peuvent s'améliorer. Un Vinicius Junior, parfois, qui s'en va tout seul, qui fait peut-être la mauvaise décision, qui est un petit peu trop individualiste, mais c'est aussi la caractéristique de ces joueurs qui sont très bons techniquement. Parfois, ils en font un peu trop. Et puis Rodrigo, qui doit peut-être trouver son jeu, peut-être qu'il n'a pas encore trouvé cette position qui lui permettra de tirer le meilleur parti de ses qualités techniques. En tout cas, j'espère qu'il ne va pas démoraliser et qu'il va réussir à, on va dire, élever son niveau de jeu, surtout son efficacité devant, pour se convertir dans un joueur encore plus fort. On va finir cette vidéo en parlant du cas Arda Güler, la jeune promesse turque qui va peut-être avoir des minutes face au Rayo Vallecano. En tout cas, je l'espère. Je vous le rappelle, le Real Madrid qui joue donc au Bernabéu dans 3 jours, le 5 novembre 2023. Un match important à prendre très sérieusement. Ça ne sert à rien de gagner un Classico en battant le FC Barcelone avec une remontada spectaculaire, magique et un énorme Bellingham, si c'est pour perdre les 3 points ou perdre 2 points droit derrière en Liga. Donc il faut être constant et il faut aller donc chercher les 3 points, surtout qu'on joue à la maison. Arda Güler, il est de retour. En tout cas, c'est ce qu'on dit dans la presse espagnole et aussi dans certains podcasts que j'écoute de youtubeurs spécialisés foot en Espagne qui eux ont accès à de l'information privilégiée, en tout cas c'est ce qu'ils suggèrent. Ils disent que Arda Güler a eu la alta médica, c'est-à-dire qu'il a eu une décharge médicale. Il n'est plus vraiment blessé depuis une semaine et demie, mais qu'au niveau du corps technique, au niveau du côté sportif, on n'est pas encore certain de savoir quel est le bon choix. Est-ce qu'on le fait jouer quelques minutes déjà face au Rayo Vallecano, ou alors est-ce qu'on joue la carte de la précaution et on le fait jouer que le match suivant? Je pense qu'on va partir là-dessus. Je pense que ça va être la carte promotion qui va être jouée. Et du coup, Arda Güler n'aura aucune minute face au Rayo Vallecano. S'il doit avoir quelques minutes, je me demande dans quelle position il va jouer. Un poste comme milieu offensif, un poste comme ailier droit. Dans quelle configuration? Je pense que ça dépendra aussi de plusieurs facteurs. Premièrement, son état physique, s'il est bien récupéré, si au niveau du football, il a, on va dire, une tension qui est optimale pour pouvoir rentrer dans un match de championnat, et aussi, évidemment, le scénario de la rencontre. Si le Real Madrid, face au Rayo Vallecano, fait une première mi-temps exemplaire et on est en train de gagner 2-3-0 en première mi-temps, ce qui m'étonnerait beaucoup, eh bien, c'est vrai que le match est quasiment résolu. Pourquoi pas faire jouer Arda Güler les 15-10 dernières minutes pour lui donner déjà un peu de temps de jeu. Si c'est pas le cas, si c'est un match serré, il y a un partout à la mi-temps, je pense que c'est pas forcément le bon choix de faire jouer la jeune promesse turque lors de ce match-là, parce que, je le répète, ça sert à rien d'avoir gagné le Classico si c'est pour ensuite venir perdre ou égaliser face au Rayo. Arda Güler qui aura forcément du temps de jeu le prochain match, c'est-à-dire pas celui face au Rayo Vallecano, mais le prochain, j'espère en tout cas, puisque sinon il ne va jamais débuter, le garçon. Il faudra voir ce qu'il vaut sur le terrain, parce que c'est bien joli d'avoir les highlights sur YouTube lorsqu'il joue au Fenerbahçe avec la sélection turque, mais maintenant il faut voir ce qu'il vaut sur le terrain avec ce beau maillot du Real Madrid, et j'espère qu'il aura donc quelques minutes, que ce soit face au Rayo ou dans le match suivant, pour voir ce qu'il vaut vraiment. Cette vidéo va se terminer ici, j'espère que vous avez aimé ce contenu. On se retrouve prochainement. À la Madrid y nada más, prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille, ne l'oubliez pas, c'est le plus important. Allez,